Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mercredi 20 novembre. Voici les principales informations que nous allons développer dans cette édition. Le conseil municipal d'Aroué, divisé sur le sujet de l'avenir de la Saint-Ange. Ce bâtiment historique qui accueillait l'hôtel de ville est aujourd'hui à l'abandon. L'État et le pays sont prêts à mettre la main au portefeuille pour conserver cet héritage patrimonial, colonial pour certains. Le service pédiatrie du CHPF s'est mis à l'heure de la Journée mondiale des droits de l'enfant, aujourd'hui 20 novembre. Dans le monde, des millions d'enfants doivent encore se battre pour survivre et voir leurs droits fondamentaux respectés. En Polynésie aussi, certains de ces droits sont bafoués. Aider les jeunes dans leurs projets d'orientation, c'est l'objectif du forum post-3e prévu à partir de demain à la présidence. Plus de 1800 élèves sont attendus jusqu'à samedi. Pour en parler, nous recevons Nathalie Novelli, inspectrice et chef du département de l'orientation et de l'insertion au sein de la DG2E. Tetau Matar Inia, le lever des Pléiades qui marque le début de la période d'abondance, est célébré en ce moment même à Papen'o par l'association Haururu. Nous retrouverons sur place Ayata Tarahu et Marcel Bonneau. Ce sera à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Doit-on réhabiliter ou détruire la Saint-Ange, ce bâtiment historique qui incarne et symbolise l'hôtel de ville d'Aroué? La question se pose encore au sein même du conseil municipal, à tel point qu'une consultation citoyenne sera lancée prochainement. Le pays et l'État sont prêts à financer une partie des rénovations. Ayata Tarahu et Marcel Bonneau sont allés à la rencontre de la population et des élus. Le voici, l'objet de la discorde. Désormais, ce lieu connu de tous ne sert que de support aux décorations de Noël. La Saint-Ange, propriété de la ville depuis 1978, doit-elle céder sa place ou continuer d'exister? Oui, il faut refaire la Saint-Ange à l'identique. Il y a une grande histoire derrière cette mairie et toute la population a l'habitude de voir cette mairie. Pour l'opposition au sein du conseil municipal, sauver la Saint-Ange est une impérieuse nécessité. Pour préserver le patrimoine culturel d'abord, puis pour offrir une formation professionnelle aux jeunes sans emploi. D'autant qu'aujourd'hui, le pays et l'État investissent dans les travaux de réhabilitation à hauteur de 80%. L'histoire et le patrimoine, aujourd'hui, il y a une vraie valeur ajoutée sur une commune. Et cette valeur ajoutée, on est en train de nous dire aujourd'hui qu'il faut l'enlever, la détruire. On n'est pas d'accord. Je pense qu'il y a un véritable blocage aujourd'hui entre Jackie Briand et ses idées arc-boutées très arrêtées sur le sujet, maison coloniale qui peste contre l'État et le pays, qui ont décidé d'être partenaires de ce projet. Donc on a énormément de mal aujourd'hui à comprendre ce type de réaction. Alors que la décision de détruire le bâtiment a été adoptée par la majorité du conseil municipal il y a 2 ans, l'organisation d'une consultation populaire communale interroge le maire adjoint. Le soutien soudain des autorités également. Au nom de quoi un administratif aussi représentant de l'État veut nous faire la morale sur une décision qui a été prise de manière démocratique? La seconde chose, ils sont revenus à la charge pour nous dire on vous mettra 80% des dépenses. Mais moi, je ne suis pas acheteur. Ces oppositions fermes et ces accusations à tort ou à raison obligent le premier magistrat de la commune à s'en remettre aux habitants. La population sera donc consultée, mais de manière, bien organisée, puisque le ministre de la Culture prend en main cette consultation en informant effectivement, en donnant tout l'historique de la Saint-Ange et à côté de ça, toute l'historique de ce lieu avant la Saint-Ange pour que la population puisse s'exprimer. La consultation électorale communale pourrait avoir lieu dans 2 mois. Le coût des travaux de rénovation de la Saint-Ange est estimé à plus de 200 millions de francs pacifiques. On vous l'a annoncé hier soir, la coqueluche s'évite en Polynésie et a fait sa première victime la semaine dernière, un bébé de moins de 3 mois. Depuis le début de l'épidémie en juin, il y a eu plus de 300 cas confirmés. La prévention par le vaccin est recommandée, notamment chez les femmes enceintes. Le personnel médical également sensibilise un maximum. Caroline Fari, Mirko Vanfou. C'est dans ce service de néonatologie que les nourrissons atteints de coqueluche sont soignés. Ici, on accueille les cas les plus sévères, alors toutes les précautions sont prises par ces professionnels de santé. Quand on accueille une coqueluche, ça veut dire que ça nous demande aussi une logistique.
pour éviter la transmission d'une population qui n'est pas vaccinée. Et du coup, c'est compliqué aussi pour nous de faire comprendre aux parents qui sont dans une situation délicate de continuer à se laver les mains, porter le masque, parce qu'ils sont dans une situation de détresse. On fait tout notre possible pour essayer d'être au plus près, tout dans la bienveillance et dans les soins. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais on essaye. Si elle peut toucher tout le monde, la coqueluche est particulièrement grave chez les tout-petits, très vulnérables avant 3 mois. Outre les gestes barrières, toujours d'actualité pour se protéger, la vaccination est recommandée chez les jeunes mamans, mais aussi chez les nourrissons, pour qui la maladie peut s'avérer mortelle. Les formes les plus sévères touchent nos enfants non vaccinés, pas ceux qui ont eu la chance d'avoir... Alors, la vaccination, la première vaccination, on a une immunité qui est à 85%. À 2 mois. À 4 mois, on monte à une immunité de 90% et le rappel à 10 mois permet de monter à 95 ou 99%. Donc en fait, ça correspond au schéma vaccinal et c'est pour ça qu'on propose de vacciner les mamans pour protéger leurs nourrissons. La maladie débute en général par un rhume. Transmise par une bactérie, cette infection respiratoire très contagieuse dans les premiers jours peut durer 6 à 8 semaines. Depuis le début de l'épidémie, la coqueluche a provoqué 11 hospitalisations et le décès d'un nourrisson. Les systèmes respiratoires de plusieurs centaines de Polynésiens ont été testés aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la BPCO, cette maladie pulmonaire incurable dont on vous parlait hier soir. Respirer à travers une paille ou souffler dans une machine pour évaluer votre capacité pulmonaire, le stand de la mairie de Papeete a particulièrement attiré les anciens fumeurs. La Journée internationale des droits de l'enfant, c'est aujourd'hui. 12 droits fondamentaux sont inscrits aux Nations Unies et un fonds spécifique, l'UNICEF, est consacré à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants. En Polynésie, certains de ces droits fondamentaux sont bafoués, ce qui oblige la justice à placer ces enfants pour les éloigner des violences intrafamiliales. Ismaël Tahiata, Jérôme Lee. Même au paradis, l'enfer sait se frayer un chemin. En Polynésie, les violences sur mineurs ont augmenté fortement, plus 67%. Des violences physiques, psychologiques et même sexuelles. Plus de 950 cas en 2024 contre 569 en 2020. Le centre de Tearo Nui compte 16 enfants de 3 à 12 ans traumatisés pour la plupart mais en voie de reconstruction. Ces enfants nous sont confiés par la justice, par un placement judiciaire, le plus souvent, mais également par un placement administratif lorsque la famille est volontaire, c'est-à-dire est d'accord pour placer leur enfant parce qu'ils rencontrent des difficultés. Un Père Noël bleu, vert ou multicolore, pourquoi pas. Ici, les enfants décident de la couleur, une liberté qui leur est donnée afin de gagner en autonomie. Quelle couleur vous allez utiliser? Le rouge et le marron, et le jaune, et le orange, et le mauve, et le noir. Et on va les accompagner sur les différentes carences qu'ils peuvent avoir. Et nous, on est là pour un peu apporter déjà ce que nous, on peut, en tant que professionnels. On va essayer de les reconstruire. Ici, les enfants sont conscients de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs. Est-ce que tu sais que tu as des droits? Ce que vous avez écrit. Oui. Quoi comme droit? D'écouter et aussi de aider les autres et aussi les rassurer quand ils pleurent aussi et les faire des câlins quand ils ont besoin. L'association Pereira Uhere est également du service pédiatrie en action. À sa charge, une trentaine d'enfants hospitalisés. Objectif, leur expliquer quels sont leurs droits. On va par exemple parler du droit à la santé, du droit à l'éducation, du droit à la protection contre toute forme de violence, que ce soit des violences physiques ou des violences verbales. Et on va avoir également le droit au loisir, par exemple, avec le sport, mais aussi la lecture. Et du coup, ça nous amène à faire un petit peu de prévention aussi contre les écrans. Et comble de l'horreur, la maltraitance sur les tout-petits. À la pouponnière du centre de Te Aroha, 6 enfants placés par la justice. Certains n'ont que quelques mois.
Un événement pour aider les jeunes dans leur projet d'orientation est prévu à partir de demain et cela jusqu'à samedi à la présidence. Le forum post-3e va avoir défilé près de 2000 élèves de classes de 4e et de 3e, mais aussi des maisons familiales rurales et des CJA, les centres pour jeunes adolescents. Pour en parler, nous accueillons en plateau Nathalie Novelli. Bonsoir. Yorana. Vous êtes inspectrice et chef du département de l'orientation et de l'insertion au sein de la DG2E. Et donc, à la fin du mois de novembre, ça correspond donc à la date de ce forum post-3e. Le choix n'est pas anodin, car à la rentrée de janvier, les élèves devront définir leur souhait d'orientation. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, ce forum, c'est la 2e édition. La toute première a eu lieu en février 2024. Notre objectif avec Monsieur le ministre et Monsieur le directeur général de la DG2E, c'est d'accompagner tous nos élèves de la Polynésie française dans leur projet d'orientation. Il y a un accompagnement qui est réalisé au sein des établissements scolaires, qu'on appelle l'éducation à l'orientation. Pendant toute l'année scolaire. Pendant toute l'année scolaire, de la 6e à la terminale. Et l'intérêt d'un forum, c'est en quelque sorte une cerise sur le gâteau. Dès lors qu'on a déjà construit son projet, on vient le confronter en rencontrant des professionnels. Ou alors, c'est ouvrir le champ des possibles. Et l'intérêt d'avoir un forum en novembre, c'est que justement, on va ouvrir le champ des possibles pour tous nos élèves. C'est un moment charnière justement pour les élèves parce qu'ils ont des ambitions en termes de métier, mais pas encore les précisions en termes d'orientation. Comment va être organisé ce forum? Il y a plusieurs espaces, une douzaine, je crois savoir. Oui, alors il y a plusieurs espaces, notamment parce qu'on a organisé le forum sous forme de village. L'idée, c'est de cesser de focaliser son idée sur un intitulé de diplôme. L'intérêt, c'est d'écouter notre jeunesse et de comprendre ses aspirations. Si l'élève est intéressé par du bâtiment ou de la restauration, il y a un village spécifique, bâtiment. Il y en a un autre, restauration. Il y a également l'agriculture. Il y a aussi tout ce qui est technologie industrielle et de l'innovation, domaine extrêmement intéressant et porteur pour la Polynésie française, notamment parce que nous avons une filière technologique STI2D essentiel pour le pays. Et tourisme aussi, bien sûr, hôtellerie. Alors après, on a un deuxième pilier très important, le tourisme. Et d'ailleurs, on a un stand extrêmement développé. Et Tahiti Tourisme nous accompagne parce que l'objectif, c'est de rencontrer des établissements scolaires, mais également des professionnels. Qu'est-ce que vous conseillez très rapidement aux jeunes et aux parents? Parce que ça commence demain à la présidence, mais est-ce qu'ils peuvent venir ensemble? Alors, dès les premiers jours, le jeudi, le vendredi, c'est destiné aux élèves. Donc, il y a eu un accompagnement au sein des établissements scolaires par les professeurs, par les personnels de l'orientation du CIO. Et dès le samedi matin, c'est ouvert à tout public. Et donc, bien entendu, j'attends beaucoup de parents. L'année dernière, on a eu un peu plus d'une centaine de parents. Donc là, je pense qu'on en aura bien plus. Surtout, ce que je voudrais laisser, en tout cas comme message, c'est de dire que vraiment, il y a des champs des possibles en Polynésie française. Il ne faut pas se fermer les portes. Il faut venir échanger avec nous et on trouvera le chemin le plus important et le plus idéal possible pour l'enfant. Merci beaucoup Nathalie Novelli, chef du département de l'orientation et de l'insertion au sein de la DG2E. Je rappelle donc le forum post-3e. C'est à partir de demain et cela jusqu'à samedi à la présidence. Il y aura aussi des forums pour les archipels et la presqu'île, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Maruru. En Azerbaïdjan, la COP29 se poursuit et une polémique est née entre le pays hôte et la France. Polémique bien éloignée de l'objectif environnemental de l'événement. Les détails avec Serge Massot à Bakou. Ce mercredi matin, dans la salle plénière juste derrière moi, l'ambassadeur du climat pour la France a regretté des polémiques stériles, mais ce sont des attaques verbales qui se multiplient. La semaine dernière, le président de l'Azerbaïdjan a dénoncé la politique coloniale de la France dans ses outre-mer, une séquence bien orchestrée avec des partisans du président azéri présents pour l'applaudir chaleureusement et des médias azéris présents en nombre pour relayer l'événement. Mais ce n'est pas un épisode isolé. Cette semaine encore, le même type d'événement
événement a été organisé à destination de l'Afrique pour dénoncer les effets à long terme du colonialisme. Et là encore, c'est la France qui a été visée. Une polémique stérile donc selon la France, mais aux effets bien concrets. À Bakou, il n'y a aucun représentant politique français. La France, contrairement à la plupart des autres pays, ne dispose pas d'un stand ou d'un pavillon pour représenter ses couleurs ici. Et selon plusieurs observateurs, c'est un épisode qui affaiblit la parole de la France sur la scène internationale. Retour au Fénois, une collecte de sang en musique au conservatoire a eu lieu donc ce matin. Près d'une quarantaine de personnes ont fait un don, avec aussi la participation de plusieurs habitants de Tiperoui, de quoi satisfaire l'établissement qui ouvre volontiers ses portes au public pour faire la promotion en parallèle des arts proposés. Tetao Matar Inia, le lever des Pléiades qui marque le début de la période d'abondance, est célébré en ce moment même à Papineau par l'association Haururu. Depuis quelques jours, les Ounous sont dressés progressivement. Le 12e Ounou est debout depuis aujourd'hui. Pour en savoir plus sur la célébration de l'association Haururu, on rejoint sur place à Papineau Ayata Tarahu. Bonsoir Ayata, comment s'est déroulée ou se déroule encore cette cérémonie du Matar Inia? Oui, alors la cérémonie va bientôt arriver à son terme. En ce moment même, eh bien, des invités ont été invités à participer à la cérémonie du Kava qui se déroule un peu plus loin sur la plage. Nous n'avons pas été, il ne nous est pas permis de participer évidemment. Alors avant cela, eh bien, la cérémonie du Rahiri, enfin de Matar Inia, se traduit également par des enseignements sur la signification réelle de cette saison du calendrier, puisque vous le savez, eh bien, Matar Inia ne représente pas uniquement la saison de l'abondance, il y a une signification. Vous avez parlé des Ounous, par exemple, qui ont été dressés sur le marais au fond de la vallée de la Papineau. Eh bien, ils ont une signification. Ces Ounous, ces fameux totems polynésiens, eh bien, nous permettent d'avoir un lien avec l'au-delà. Ils nous rattachent à ce que l'on appelle nos taura, donc des taura qui dont possède chaque famille polynésienne. Alors ici, donc je vous le disais, la cérémonie arrive à son terme. On peut compter une centaine de personnes qui sont venues participer à cette célébration. Des touristes métropolitains également, mais pour eux, eh bien, cela ne représente peut-être pas grand-chose puisque de toute façon, les enseignements ont été donnés en langue tahitienne, un handicap pour eux évidemment, mais ils ont pu néanmoins apprécier la symphonie des chants traditionnels. 2 spectacles de danse qui ont été présentés avant de pouvoir partager un repas. Merci beaucoup Ayata Tarahu pour ces précisions. Merci également à Marcel Bono à la caméra et à la transmission. La 11e édition des Trophées du sport va être lancée prochainement. La présentation des athlètes nommés aura lieu entre le 22 novembre et le 20 janvier, avec également le lancement du jeu SMS qui permet d'élire le sportif préféré. 3 hommes et 3 femmes ont été retenus dans la liste des nommés. Teura Tupaya, Kaulivast et Loïc Tautou, accompagnés de Natea Sommer, Vahine Firo et Hinatea Montebello. Écoutez Simone Forges Davonzati, l'organisateur des Trophées du sport, qui nous parle des critères de sélection des nommés au micro de Jérôme Lee. Les critères, c'est le niveau de performance et la concurrence. C'est-à-dire, on note qu'il y a une performance, on se pose la question de qu'est-ce qu'il y avait en face, quelle était la concurrence en face, quel était le type de discipline, est-ce que c'était difficile. Après, on regarde aussi le profil du candidat, est-ce qu'il a une tendance à la professionnalisation, est-ce qu'il est un bon ambassadeur des valeurs du sport. Et puis après, on essaie quand même de faire une place pour les sports polynésiens, parce qu'on est en Polynésie française. Et on essaie de mettre en avant le VA, le surf, les sports de combat qui plaisent au public. Et la soirée de remise des prix des 11e Trophées du sport aura lieu le 21 janvier. Et puis ça s'est passé du côté d'Atimono aujourd'hui. Le challenge inclusif multisport organisé par Fénois Events et porté par l'AST Fana et la Fraternité chrétienne. L'objectif est de favoriser l'inclusion sociale des personnes porteuses de handicap par le sport. La journée a été une réussite avec 250 participants issus de 6 associations de la côte ouest. Au programme, 5 disciplines adaptées, volleyball, athlétisme, paddle, aviron d'intérieur et la boccia, une discipline paralympique. Écoutez la coordinatrice de cet événement, Émilie Journet, au micro d'Al Ihuetef Afana.
Nous avons organisé cela tout simplement pour faire des activités sportives pour toutes les personnes en situation de handicap. L'objectif étant d'inclure de par plusieurs activités sportives donc la population handicapée et ne pas les laisser de côté. L'information principale de ce mercredi 20 novembre, l'avenir de la Saintonge. Le bâtiment historique qui incarne et symbolise l'hôtel de ville d'Arouet divise le conseil municipal de la commune, à tel point qu'une consultation citoyenne sera lancée dans 2 mois pour faire un choix. Le pays et l'État sont prêts à financer une partie des rénovations estimées à 200 millions de francs, mais pour l'instant, le projet est suspendu au résultat de la consultation populaire. À la une de Tahiti Info, demain, jeudi, l'union du vin et de la vanille. Dans votre petit écran ce soir, après ce journal, Polynésie la Première vous propose le documentaire Green sur les gardiens de la nature au Fénois, puis 3 épisodes de la série Mamzelle New York. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet